Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc nous sommes ici dans le cadre de notre web télé de Rive et pour lancer une série d'interviews, nous avons invité notre député Jean-Marie Tétart de la 9e circonscription. Merci d'être venu, monsieur Tétart. Nous avons concocté une série de questions réparties en 3 rubriques. La première qui concerne les enjeux nationaux, la deuxième, une question beaucoup plus structurante sur notre société aujourd'hui, qui est une société qui se trouve, qui se cherche, qui s'interroge, et puis le troisième élément sera des questions locales. D'abord, monsieur Tétart, avez-vous passé une bonne période de vacances? Oui, très bonne. Cette année, j'ai pu me reposer en famille, et donc c'est un grand moment de plaisir. D'accord. Donc ça vous prépare quelque part à une série des moments difficiles de notre vie nationale. Vous êtes député, UMP, je le précise. Est-ce que vous pourriez me dire d'autres petits mots sur vous, monsieur le député? Vous êtes qui pour les interlocuteurs qui ne connaissent pas encore votre nom ni votre action? Alors, je suis à la fois un élu local depuis longtemps, puisque j'ai été maire à l'âge de 25-26 ans d'une petite commune qui s'appelle Boisset, et depuis, j'ai toujours été élu local, maire de Houdan depuis maintenant le 4e mandat. Et en même temps, je suis ingénieur des ponts et chaussées, et j'ai suivi une carrière à la fois classique dans les directions départementales de l'équipement, en administration centrale, mais aussi à l'international depuis une vingtaine d'années, notamment dans tout ce qui est l'appui au développement municipal un peu partout dans le monde. Donc un homme de terrain, un homme aussi qui connaît les institutions de notre pays. Aujourd'hui, si on se place par rapport à notre première partie de notre interview, nous avons une crise politique. Quelle est votre analyse, votre avis sur la question politique actuelle, monsieur Tétart? En sachant bien que vous avez une lecture effectivement des droites de ces situations actuelles. Je crois que la crise politique vient d'abord d'une crise de résultats de la politique menée par le gouvernement actuel. Si toutes les promesses avaient été tenues, si tout était mieux dans la meilleure des mondes, il n'y a aucune raison qu'il y ait eu cette crise politique qui est en train, jour après jour, de se renforcer. Un mot sur la situation de notre pays. Je crois que c'est un pays qui, depuis maintenant 2 ans, presque 2 ans et demi, avait voulu se donner un cap sur la base des engagements du président François Hollande et qui, mois après mois, a donné des signes contradictoires, a fait des zigzags, a fait des marches en avant, des marches en arrière, a troublé la société avec des débats comme le mariage pour tous, etc. Bref, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et peut-être que ça enchaînera sur la situation, comment on ressent la population française actuellement, je crois que la France a perdu le nord, a perdu la confiance dans les institutions parce que chaque rebondissement, chaque inflexion annoncée, chaque retournement, etc. n'a pas été suivi d'effet. Et on a surtout vu s'installer progressivement le doute dans le parti majoritaire, la contradiction du président par ses propres troupes, et cela, ça ajoute aussi aux troubles qu'il y avait déjà. Donc, mauvais résultat dans la politique menée, et ça peut arriver à n'importe quel gouvernement, mais sur une base d'incertitude qui a finalement installé la défiance et le manque de confiance chez les personnes, dans les familles, chez les chefs d'entreprise, finalement, chacun se disant « est-ce que je peux encore avoir confiance? Est-ce qu'on me donne un cap pour être entrepreneur, pour être dynamique, pour être en même temps solidaire ?» Je crois qu'on nous a promené de tentative en tentative, et aujourd'hui, ça donne lieu progressivement à une crise politique. Crise politique au sein de la majorité. D'abord, je crois que tous les jours, nous voyons des contestations, soit des alliés du Parti socialiste, soit depuis quelques mois à l'intérieur même de sa formation, au point même que bientôt, je crois que le Parti socialiste seul ne pourra plus avoir la majorité à lui tout seul. Est-ce que ça s'approche d'une situation des chiens-lits, comme l'a dit jadis le général? Je ne pense pas. Le pays, c'est étrange parce qu'en même temps qu'on a déboussolé tout le monde, qu'il n'y a pas de résultat, en même temps le pays a été étonnamment calme pendant ces 2 ans et demi. C'est les vacances? Non, pas pendant 2 ans et demi. La crise politique, les mauvais résultats ne sont pas apparus cet été. Il y a eu le remaniement surprise, mais ça, ce n'est que le phénomène qui permet de montrer qu'il y a une crise, de la rendre visible, mais la crise est là. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu depuis 2 ans et demi, et quand vous parlez de chiens-lits, de grands désordres dans le pays. Est-ce que c'est par atonie? Est-ce que c'est parce que finalement, pendant un certain temps, les gens se disaient finalement vis-à-vis de la crise,
on est quand même, on ne connaît pas les problèmes qu'ont pu avoir le Portugal, la Grèce ou ailleurs, et qu'ils attendaient de voir, puisqu'on leur promettait tout le temps que ça allait rebondir, que ça allait se retourner, et que si ce n'était pas maintenant, c'était... Donc on partage l'analyse que nous sommes dans une situation grave politique. Quelles sont, à votre avis, les réactions, notamment la réaction du parti en opposition, c'est-à-dire l'UMP et la droite? Comment faut-il faire pour préparer le lendemain? Je vous signale aussi que la droite, a gouverné pendant 30 ans. Ce matin, j'ai entendu Bruno Le Maire dire à France Inter que c'est aussi, quelque part, la responsabilité des anciennes actions de politique, qu'elles soient de droite ou de gauche. Comment faire pour rebondir, monsieur, et en tant qu'homme politique des droites? D'abord, l'histoire d'un pays est faite d'une accumulation d'histoires, de couches successives, et chaque gouvernement, quand il arrive au pouvoir, reprend une partie de l'héritage, qui n'était pas aussi désastreux que cela, comme on nous l'a dit pendant 2 ans, mais c'est donc une histoire continue. Et donc, effectivement, la droite a gouverné pendant longtemps, avec quand même en 1981 un épisode assez long de rupture par rapport à sa gestion. Elle a connu des périodes de croissance naturelle où finalement il n'y avait pas besoin de faire grand-chose pour être vertueux et avoir des résultats. Et puis dans la dernière partie, sous la présidence Sarkozy, on s'est pris la crise en pleine figure et très violemment. Et donc, c'est le résultat de toutes ces accumulations. Alors, que peut faire la droite aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que la droite a connu les problèmes que vous savez. Ma formation politique a connu de graves problèmes. Et ceci s'est ajouté... Ça a failli exploser d'ailleurs. Ça a failli exploser. Je pense que l'image qu'a donnée l'UMP à ce moment-là, s'ajoutant à tout ce que je viens de vous raconter sur la mauvaise gestion du Parti socialiste, finalement, des mauvais résultats, des partis politiques en crise, font que finalement, il y a une défiance générale, sans doute, envers le politique. Alors, ce que la droite pourrait faire demain, eh bien, elle est à analyser dans l'ensemble, avant de voir, de l'organiser en programme. Je crois que chaque loi, parce qu'il y a eu abondance de lois pendant ces 2 ans et demi, une véritable abondance, tout y est passé, l'agriculture, les collectivités... On verra tout à l'heure des exemples de la loi et je crois que c'est intéressant de voir sur chacune de ces lois quelles étaient les positions de l'UMP notamment. Et je crois que c'est à travers ces choses-là que se construit progressivement un programme, en observant aussi comment se comportent les acteurs français. Parce que faire un programme en chambre, sans essayer de sentir quel serait le degré d'adhésion à un programme, c'est un exercice purement théorique. Ce matin, Bruno Le Maire a l'impression de pouvoir construire d'abord une plateforme et ensuite préparer le terrain pour la personne ou l'homme qui viendra diriger le parti d'abord et ensuite le pays. Pensez-vous qu'il y a d'abord à travailler sur les projets ou est-ce que c'est d'abord l'homme, les messias qu'on doit attendre? Dans ma famille politique, ça a toujours été une rencontre des deux. C'est une construction qui a fait qu'un homme peut catalyser à un moment donné des éléments de programme qui apparaissent dans la vie de la formation politique. Je crois que moi qui suis souvent en Afrique, qui connais bien les villages africains, on me dit souvent, mais comment donc dans une famille peut-on organiser des primaires? Si on désignait le chef du village par des primaires et que chacun des fils, des cousins faisait campagne en dénigrant l'autre, ça serait la catastrophe. Et donc, donc vous n'êtes pas pour les primaires? Moi, je crois qu'on les a vus à leurs résultats. Et je ne suis pas certain que demain, un jeu... En fait, chez l'UMP, c'est les primaires tous les jours. Oh, ça dépend d'où on les voit. Oui, il y a des primaires tous les jours ou des pré-primaires. Alors, j'ai une autre question, mais ça concerne effectivement le parti Front National. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces partis pourraient un jour gouverner, avoir une responsabilité politique dans la majorité? Ou est-ce que c'est un danger pour avoir la responsabilité ou une part de responsabilité? À vous décliner. Les deux cas ne m'intéressent pas. Je crois que je ne souhaite pas, je n'imagine pas qu'on puisse avoir ce scénario. En tout cas, pour moi, j'essaierai de contribuer à ce qu'il ne se fasse pas. Très bien. Donc, si on
faire une transition vers la deuxième partie de notre entretien. On a évoqué la difficulté dans laquelle nous sommes ici en France, d'où des besoins des réformes. Réformes institutionnelles, réformes par secteur. On se pose souvent la question, pourquoi est-ce que ce pays a du mal avec la réforme? C'est réformer pour faire quoi, disent les rétracteurs. Vous, quelle est votre position sur cette question des structures de notre pays? D'une manière générale, je suis un peu inquiet parce que cette défiance dont j'ai parlé tout à l'heure, moi, me fait apparaître dans les contacts quotidiens que j'ai dans ma ville ou ailleurs, que finalement, les Français déçus par le système d'une manière générale, économique, etc., sont en train de ranger au deuxième rang la notion d'intérêt collectif ou d'intérêt général, et que on va vers un système dégénéralisé, en se disant comme rien ne marche et que personne ne s'occupe vraiment des problèmes, ben on se débrouille. Et ça, c'est ennuyeux pour réformer. Déjà parce qu'on ne réforme que si une société est prête à être réformée. Et lorsqu'on dit qu'il y a des freins à la réforme, et on accuse les technocrates, les lobbies, etc., finalement, chacun de nous est contre la réforme qu'il concernerait dans son équilibre, dans ses avantages, dans sa position par rapport aux autres, etc. En fait, nous voulons les beurres et l'argent de beurre. Nous voulons bien réformer la France à condition qu'effectivement, ça ne touche pas. Et ça va de petit avantage social, du petit avantage pécunier, jusqu'aux positions par rapport aux autres, ou même aux normes techniques ou administratives, parce qu'il y a une grande contradiction. Oui, on nous a annoncé le grand choc de simplification administrative, de simplification normative, etc. Mais chaque gouvernement propose ça. Mais chaque gouvernement. Mais la difficulté, c'est que toutes ces normes ont été réclamées par les gens, par les associations de consommateurs, etc., par les corporations, pour en quelque sorte encadrer les gestes techniques, renforcer la sécurité de chacun quand il fait quelque chose, ou qu'il achète quelque chose, ou qu'il... etc., ou pour se protéger dans le travail. Et finalement, les normes, on pense toujours que ce sont des technocrates chauves, je ne sais où, qui les inventent. En fait, ils sont réclamés par la société, par chaque individu, sans le savoir. Et donc, c'est ça la grande difficulté à réformer. Je crois que chacun de nous est un frein à la réforme. Et donc, on peut faire sauter ce frein si on retrouve un grand projet dans lequel chacun croit et se dit « ça vaut le coup de changer ». Parce qu'on y croit, il va y avoir un résultat. Donc c'est une question de pédagogie d'abord. C'est une question de pédagogie pour chacun d'entre nous, une question de volonté politique pour les différentes institutions, mais quand on décomplexifie, qu'on dénormalise, etc., il ne faut pas en rajouter en même temps dans le texte suivant, parce que sinon c'est un jeu à somme nulle qui n'en finit jamais. Un cas concret, rythme scolaire, c'est un échec pour vous? C'est c'est même pas, ça ne peut même pas illustrer votre propos sur la simplification, etc. C'est un vaste ratage. On part de l'intérêt de l'enfant, on part dans une attitude autoritaire qui dit ça sera comme ça et pas autrement et marcher tout devant. On n'analyse pas combien ça coûte, on fait semblant d'ignorer le problème, parce que sinon personne n'était capable de chiffrer ce que ça coûterait tant qu'on ne l'a pas fait. On ignore la difficulté à recruter des gens, on ignore la difficulté des petites communes. Finalement, on s'aperçoit de la bronca, on dit on va adapter pour le faire vendredi après-midi, on met de la souplesse. Et puis finalement, on est très loin du but initial. On introduit l'inégalité en France. Moi, j'ai tendance à vous dire, puisque Monsieur Valls vient de dire à Madame Duflot, votre loi, finalement, je l'ignore. J'applique l'encadrement des loyers à Paris, mais quand Madame Aubry râle, il dit, puis maintenant, dans les villes qui voudront l'appliquer volontairement... Au cas par cas, quoi. Au cas par cas, ils viennent nous donner la solution pour les rythmes scolaires. Une loi, il ne l'applique pas, il dit, vous pouvez l'appliquer au cas par cas. Alors, la réforme des rythmes scolaires qui ne vient que d'un décret, peut-être que Mme Najat Vallaud-Belkacem pourrait effectivement dire, ne l'applique que les communes qui le souhaitent. C'est une solution peut-être. Alors justement, notre réforme qui a eu du mal à rentrer dans les mœurs, notamment dans les milieux des professionnels de l'immobilier, des bâtiments, c'était la loi Duflot, la loi Allure. Vous, en tant que personne chargée de suivre cette loi dans les affaires économiques pour l'UMP, quelle est votre analyse de cette loi et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces bons cas contre cette loi? Alors, encore une fois,
pour rejoindre votre question tout à l'heure sur finalement quelle est la responsabilité cumulative de tous les gouvernements, j'ai pu dire dans un débat jeudi dernier à Mme Duflot qu'elle n'était pas responsable de la totalité de la crise du logement d'aujourd'hui. Elle a fait 5 lois pendant son passage. L'UMP en a voté certaines, comme le décret, la loi pour habiliter à légiférer par ordonnance, dans lequel elle a pris des dispositions contre les recours abusifs, pour permettre de mieux densifier l'habitat en centre-ville. Une série de mesures que nous avons approuvées. Elle a ensuite, dans la loi Allure, toute une série de chapitres, nous avons voté dès demain, en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre l'habitat indigne, les marchands de sommeil, etc. etc. Tout ça, c'est positif. Tout ça, c'est positif, et c'était nécessaire. Par contre, elle a tout gâché. C'est dommage. Elle a tout gâché par 3 mesures de la loi Allure, une complexité absolument démesurée de tout l'acte, toute la procédure de l'acte d'acheter ou de louer, tout cela dans un désir qui peut être reconnu, protéger l'acheteur, protéger le locataire, etc. Mais vous voyez qu'on réintroduit de la norme, de la procédure, en voulant bien faire. Donc il faut à chaque fois être mesuré. Première mesure qui va faire que ça va complexifier tout ce secteur. Deuxième élément, c'est l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, dans les zones tendues, ça ne concerne pas Oudan, etc. Donc dans les zones tendues, on dit très bien, on observe les loyers dans un quartier, on prend la médiane, on rajoute 20% et désormais, on ne pourra pas louer au-dessus de cela. Moi, j'en tire des conséquences. Alors d'abord, les investisseurs, les 20%, parce qu'il faut voir qu'en France, 20% des logements construits chaque année sont le fait d'investisseurs particuliers, vous, moi, etc., qui va louer ensuite. Votre décision d'acheter pour louer, c'est vous faites un emprunt, vous faites tout cela, votre décision, c'est je le fais si effectivement mon loyer équilibre à peu près les charges, etc. Si on vous dit, eh bien, on vous plafonne le truc, vous ne le faites plus. Ou alors, ça va induire une autre chose, ça veut dire que dans le même immeuble, suivant que vous êtes au 1er étage ou au 4e étage, pour un type de logement analogue en surface, côté cour ou côté parc Monceau, avec une cuisine bien équipée ou un simple lavabo acheté dans une grande surface, vous aurez le même loyer maximum. La logique du bon sens, quand on a un peu vécu. Le bon sens du marché, vous voulez dire? Non, le bon sens du propriétaire. Il va dire, dans ce cas-là, à quoi sert que je fasse une cuisine équipée sympa, une salle de bain sympa? Puisque de toute façon, mon loyer, il sera plafonné. Je prends un lavabo en inox, je le mets, et puis je laisse le... Bon, donc ce sera le retour de l'économie administrative, on pourrait dire. Oui, et surtout peut-être d'une détérioration. On aura encadré les loyers, mais on aura progressivement, je pense, une détérioration en zone tendue, puisqu'on trouvera toujours un locataire des prestations offertes. Et le troisième point? Le troisième point, c'était la garantie universelle des loyers, c'est-à-dire on n'a plus le droit... On n'a plus le droit avec la GUL, alors qu'il existait d'autres systèmes comme la GRL, etc. On n'a plus le droit de demander, on n'avait plus le droit parce que dans les navettes, c'était plus rendu obligatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est plus universelle parce qu'elle n'est pas obligatoire. On n'a plus le droit de demander à un candidat locataire des cautions de ses parents, des garanties, etc. C'est très bien, c'est peut-être moral, etc. Finalement, la loi Allure n'apporte pas un logement de plus sur le marché. Et résultat, 300 000 logements au lieu des 500 000 prévus par le président de la République et 440 000 en 2011. J'ai dit à Mme Fou qu'elle avait fait une loi de moralisation de la façon de faire la queue dans les files d'attente pour avoir un logement. Tous égaux dans la queue. Mais ça ne donne pas un logement de plus. Alors, idéologiquement, c'est peut-être sympathique, mais l'urgence, c'était de favoriser la construction de logements, notamment par les particuliers, etc. Et on les a mis en situation de défiance, en disant que de toute façon tous ceux qui font du profit, etc. Bon, n'empêche qu'il y a 20% des logements. Ils ont quelque part tétanisé les acteurs et surtout gelé le marché. Avec des taux de TVA qui ont monté l'année après et descendaient, etc. La complexité qui arrivait. Et donc, quelque part, je crois qu'elle a fait de bonnes choses, mais que sur la fin, elle n'a pas été réaliste parce qu'il y avait ce relent idéologique. Et je crois que les mesures qu'a pris Manuel Valls dès juin, c'est sur le premier point que je vous indiquais, c'est-à-dire simplifier les procédures, et la mesure phare qu'il a prise, c'est de ne plus encadrer le loyer. Plus quelque chose, Mme Duflot avait quand même senti qu'il fallait relancer le logement. Donc elle a fait le dispositif Duflot, qui permet effectivement à des gens qui font un investissement, mais qui le loueront à des locataires ayant des revenus modestes, pendant un certain temps, eh bien, bénéficier d'un crédit d'impôt, à condition qu'ils le louent pendant 9 ans, ils ont un crédit d'impôt.
Monsieur Valls a été très pratique. Il a dit on va allonger la durée. S'il y a des gens qui veulent louer plus longtemps, ils auront un crédit d'impôt. Et s'ils veulent louer moins longtemps, ils auront un crédit d'impôt moins fort. Il a pris notre mesure. Pour favoriser la construction, il faut des terrains, du foncier, ça c'est un dada. Et notamment, ça nous permet de revenir sur les troisièmes thèmes, c'est-à-dire les enjeux locaux ici dans notre territoire de la vallée de la Seine. Monsieur Tétart, aujourd'hui, on nous présente, pour produire justement des terrains à bâtir, une intercommunalité qui va de Mantes-la-Jolie jusqu'à Achères, Conflans et Poissy, en englobant 3 structures intercommunales. Pensez-vous que ces périmètres est pertinent pour pouvoir produire de foncier? Pensez-vous que ces périmètres est pertinent pour une démocratie de proximité? Pensez-vous que ces périmètres est pertinent pour garder un petit peu de nature, une chose qu'on essaie de favoriser? Alors pour le foncier, ça ne change pas grand-chose. Je crois qu'on a vu dans ce département, grâce au département des Yvelines, qu'un bon établissement public foncier départemental et non pas régional, plus une politique qui favorise les maires investisseurs, ça s'appelait le contrat... les CEDOR. Les CEDOR, ouais. Bon, de développement de l'offre résidentielle. A marché puisque nous avons fait chaque année 6 000. Mais à cause de la crise, c'est arrêté quand même. Non. Réduit au moins. Non, c'est toujours été à 6 000. Simplement, depuis la loi Allure, il y a aussi quelque chose qui vous a échappé, c'est que la loi oblige maintenant à ce qu'il n'y ait plus d'établissements publics départementaux, et donc celui des Yvelines serait fusionné dans le grand établissement public régional. Dans cette mesure-là, je crois qu'il y a un stand-by en disant on va attendre de voir, parce que si c'est pour faire des trucs, si c'est pour que le donc département... CEDOR est en stand-by, c'est ce que... Il a évolué, mais il a évolué parce qu'il continue, mais l'action sur le foncier, c'est bien l'établissement public foncier départemental en liaison avec les maires qui permettait d'acheter à bon prix des terrains, les revendre sans augmentation du prix, mais c'était 3 ans après. Et je crois que ce n'est pas forcément ces grandes intercours qui vont le faire, mais il fallait garder quelque chose comme ça. Maintenant, ces grandes intercours. Bon. Gouvernance. Gouvernance. Délai. Je suis assesseur de la commission régionale de coopération intercommunale. On a eu une réunion vendredi dernier où en fait tout le monde est effaré. Enfin, tout le monde, certains acceptent que l'on puisse trouver une utilité à cela, mais tout le monde est effaré de la précipitation. Un président de comité de commune, quand il sait la complexité de prendre une compétence de plus, de prendre 3 communes de plus, et dans ces cas-là, de faire que les taux fiscaux soient lissés le plus rapidement possible, etc. Mais il faut prendre toutes les décisions, je crois, avant février prochain, le mettre en place avant le 31 janvier 2015, entre-temps des élections, mais c'est fou, c'est irresponsable, on va casser la machine. Si vous prenez dans le débat, est-ce qu'on marie Saint-Quentin en Yvelines avec le Versailles Grand Parc? C'est pas ici, mais ça intéresse. La Casquille, Ville Nouvelle, a 375 millions de dettes, d'emprunts, Versailles Grand Parc, 0. Comment on va lisser tout ça? Bon. Donc on est en train de créer un grand bazar auquel on ajoute le changement des cantons, auquel on ajoute le changement d'élection, auquel on ajoute la limitation du cumul de mandats, auquel on ajoute la suppression des départements, et s'ils ne sont pas supprimés, on les siphonnera en donnant aux intercos des responsabilités nouvelles. Mais je ne sais pas qui a imaginé ça. À un moment, on aurait besoin de stabilité, de garder le cap, j'ai commencé comme ça, de dire, voilà, mais on est en train de déstabiliser encore plus. Donc, dans le cas de l'interco de la vallée de la Seine, pourquoi pas? Ils travaillaient déjà... 400 000 habitants, ça vous Ils travaillaient déjà dans un établissement public, les PAMSA. Bon, oui. Ils avaient déjà des habitudes de projets en commun. Mais on aurait pu très bien procéder par convention entre une plateforme de travail commune à toutes ces intercos sur l'essentiel, le développement économique, les infrastructures, etc., et laisser la proximité aux intercos qui existaient. Oui. Là, non, c'est un grand truc. Bon, parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. À force de vouloir réformer pour réformer, on finit par inventer des trucs pour proposer des réformes. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette spirale-là. Mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et quoi faire pour quelque part se débrouiller à ne pas trop déstabiliser ou casser la machine? Ça dépend du gouvernement actuel, qu'il soit réaliste et qu'il comprenne. Par exemple, je vais donner un exemple sur le logement. Monsieur le Premier ministre vient de faire preuve de réalisme.
Sur d'autres sujets, il fera encore preuve de réalisme avec le temps nécessaire. Est-ce que là, il peut faire preuve de réalisme? Parce que même ses services n'arriveront pas à suivre pour que tout marche dans les temps. Alors, est-ce que le gouvernement va encore se prendre un échec de plus? À lui de juger. Mais cette fois-ci, l'échec aura des conséquences très importantes sur la vie de nos communes, etc. Et dans l'équilibre ville-campagne. Certains s'opposent à des constructions nouvelles, notamment dans des cas des communes comme des 10 000 à 12 000 habitants. Ils considèrent que c'est en attente à leur cadre de vie. Notamment, vous avez des oppositions lorsqu'il y a des logements à faire, 40-50 logements. C'est une tendance naturelle parce qu'on est tous ici conscients que notre cadre de verdure est une force de notre territoire. Vous ne pensez pas que nous sommes en train quelque part d'essayer sur la branche sur laquelle nous sommes assis? À chaque fois qu'on va dans notre nouveau lotissement, on va la verdure et petit à petit on grignote Vous avez prononcé un mauvais mot, lotissement. Je crois que personne n'a envie de construire dans des parcs. Personne n'a envie de construire dans des espaces protégés. Personne n'a envie de construire dans un square. Il y a assez de dents creuses dans nos villes pour que l'on trouve encore de quoi construire. Et si on veut protéger l'espace rural, qui n'est pas la même chose, ou l'agriculture périurbaine, il faut donc que, je ne dirais pas pourquoi il faut bâtir, mais il faut bâtir dense. Moi, j'ai une commune de 3500 habitants. Je construis aujourd'hui à 70 à 75 logements à l'hectare. Si vous faites 100 lotissements, avec des parcelles de 1000 m², il va vous falloir environ 7 hectares pour le faire. Moi, il m'en faut qu'un. Bon. Donc, mais il faut que les maires n'aient pas peur de bâtir. Parce que s'ils ne bâtissent pas, ils vont avoir une population qui décroît. Et si elle décroît, l'équilibre de leurs services, de leurs équipements, c'est-à-dire que simplement pour garder le point mort de la population, il faut construire. Parce qu'avec l'allongement de la vie, les gens habitent plus longtemps seuls dans leur appartement, etc., etc. Et finalement, moi, dans une ville comme Houdan, eh bien, j'ai pu réussir. J'avais 3200 habitants quand je suis arrivé maire. J'ai construit 6 à 700 logements en 15-19 ans. Je ne suis qu'à 3300 aujourd'hui, c'est-à-dire que si je ne l'avais pas fait. Donc il faut avoir conscience de cela. Il faut être capable aujourd'hui, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, dans le cadre du débat sur la protection des zones agricoles, dans le cadre du débat sur les espaces naturels, etc., il faut construire dense. Et après, il faut avoir le courage de le faire, même si on est battu aux prochaines élections, parce qu'on aura rendu service à sa commune. Très bien. Une dernière question, j'allais dire. Restez-vous optimiste par rapport à ces paradigmes quel est notre paradigme français? Ou est-ce qu'il faut plutôt se dire c'est une charge, c'est une espèce de servitude qu'on s'impose en tant qu'élu que vous êtes? C'est-à-dire sur quel sujet? Sur la réforme, sur la vie institutionnelle, sur le quotidien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le divorce est acquis entre les élus et les peuples, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment être quelque part un kamikaze pour faire la politique comme vous. Non, tout n'est pas cassé. Au niveau local, tout n'est pas cassé. Le rôle d'élu local, et c'est pour ça que je suis furieux de cette règle du cumul des mandats vous êtes pour le cumul des mandats? Oui, je suis pour un cumul limité. C'est complètement idiot que le maire du Tartre-Gaudran, 40 habitants, ne puisse pas être député demain. Enfin, je veux dire que... Bon, et j'ai peur que demain, on voit en tant que député, demain, les maires, les députés en place qui sont maires de villes moyennes choisiront leur mairie. Et donc, nous aurons à l'Assemblée des gens qui n'auront pas d'expérience de terrain et qui continueront à nous faire des lois celles qu'on a actuellement. C'est assez remarquable de voir sur des lois comme la cohésion sociale, la politique de la ville, que j'ai rapporté aussi, que des gens qui ont apporté au débat. C'est le maire de Sarcelles, c'est des gens qui vivent les choses et qui, demain, quand on n'aura que des gens de cabinet ou des apparatchiks de parti éventuellement, eh bien, on aura des lois désolidarisées du concret. Et donc, je pense qu'il aurait été sage que l'on puisse permettre à un député d'être encore adjoint quelque part. Là, c'est même pas le cas, conseil municipal de base. Bon, parce qu'on a encore une histoire pour faire comme si on était vertueux surtout, etc. On voit ce que ça donne la vertu dans tous les partis politiques. Hein.
Et on voit avec l'épisode il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 3 jours ou 4 jours, ce que la vertu peut être aussi au Parti socialiste. Donc quelque part, je crois qu'il faut... je souhaiterais qu'on retrouve un grand dessein pour la France, une envie pour redonner envie aux gens, mais qu'on le fasse avec pragmatisme. Tandis que là, on ne donne aucun rêve, mais on emmerde les gens. Voilà, donc ça ne peut pas durer longtemps. Donc, mesdames et messieurs, c'était une première interview d'un homme politique. Merci Monsieur Tétart, député de la 9e circonscription, maire d'Hudun. Et on a passé, je crois, un bon moment pour à la fois vous connaître plus personnellement et surtout décliner les enjeux de la société française aujourd'hui et surtout les enjeux de notre territoire.